Alors, depuis vendredi soir, le Parti québécois a un nouveau chef. Paul Saint-Pierre Plamondon a remporté la course à la direction. Nous discutons là, de cette victoire et de ses suites avec la seule députée péquiste restante dans la région de la Naudière depuis le dernier scrutin général, la députée de Joliette, Véronique Yvon. Bonjour, Mme Yvon. Bonjour. Alors, plus tôt dans la course, là, vous aviez refusé de vous positionner publiquement pour un des candidats, mais aujourd'hui, là, maintenant que la course est terminée, est-ce que vous êtes en mesure de dire si vous aviez une préférence pour un candidat? Non, je suis restée neutre dans la course et donc je ne vous dévoilerai pas aujourd'hui pour qui j'ai voté. Pour moi, vraiment, il y avait d'excellents candidats dans cette course et je suis très heureuse que Paul Saint-Pierre Plamondon soit notre nouveau chef. Je pense qu'il a vraiment beaucoup d'atouts pour lui et je pense vraiment là, que c'est un moment de renouveau pour le Parti québécois. C'est un chef qui est clair, qui est assumé, qui veut vraiment aller de l'avant comme au Parti québécois, on l'a décidé avec le projet d'indépendance. Et je pense que ça, c'est très positif pour la suite. Donc, vous êtes très à l'aise avec le choix des membres, là. Oui, complètement. Je pense que les membres ont fait le choix d'avoir quelqu'un qui a un regard un peu différent sur notre parti, qui a attiré beaucoup la jeunesse dans le parti. Je pense que c'est des facteurs qui sont importants. Vous savez, quand on propose aux Québécois un changement aussi important que de changer de régime politique avec la souveraineté du Québec, c'est bien aussi d'être capable comme parti de pouvoir se remettre en question, de pouvoir remettre en question nos manières de faire, de connecter avec la population. Je pense que c'est ce que propose Paul Saint-Pierre Plamondon, puis je vois ça d'un très bon œil. Alors, quels sont là, ces principaux défis pour ce nouveau chef, selon vous, là, dans les prochains mois? Oui, ben je pense que le défi de M. Saint-Pierre Plamondon va être de se faire connaître davantage. Donc, c'est quelqu'un qui gagne à être connu. Il est très présent, il est très engagé, il a des convictions fortes. Donc, je pense que les Québécois vont être ravis de le découvrir, un peu comme on a vécu le phénomène avec Yves-François Blanchet, qui avait une notoriété quand même limitée là, avant d'amorcer la course à la direction du Bloc québécois, en fait l'élection de la dernière élection à la dernière campagne électorale. Puis je pense qu'on risque de vivre un peu la même chose avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Plus les gens vont le découvrir, plus ils vont le trouver intéressant, plus ils vont l'adopter. Donc ça, c'est sûr que de ce côté-là, M. Saint-Pierre Plamondon va vouloir être très présent médiatiquement et sur le terrain, ce qui est une bonne chose. Il va aussi vouloir, bien sûr, définir les grandes priorités d'action qui vont nous mener jusqu'à la prochaine campagne électorale, monter son équipe, faire vraiment beaucoup de travail terrain avec les militants pour reconstruire le parti aussi. Donc, il y a beaucoup de défis, mais je sens un Paul Saint-Pierre Plamondon très, très énergique et dédié, donc je n'ai pas d'inquiétude. Et là, son arrivée, ça va changer la dynamique politique, là, notamment avec la CAQ et Québec solidaire qui ont grugé une partie du vote du PQ au dernier scrutin. Oui, c'est certain que ça change la donne politique. Tous les aspirants donc avaient cette volonté-là de pouvoir aller rassembler à nouveau, mais Paul Saint-Pierre Plamondon, depuis le début de cette course, veut se présente comme la personne qui vise d'abord et avant tout à rassembler les forces indépendantistes et à rassembler aussi les nationalistes très assumés, parce que la seule issue possible d'un véritable nationalisme, c'est un Québec qui a tous ses pouvoirs, tous ses leviers pour pouvoir aller au bout de ses ambitions et pouvoir aller au bout de lui-même avec sa pleine confiance en lui et ses moyens. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui va être intéressant, autant pour les souverainistes que pour les nationalistes qui, je pense, se rendent bien compte qu'au-delà des beaux discours du gouvernement de la CAQ qui se prétend nationaliste, les gestes, malheureusement, ne suivent pas. Le rapport de force avec le fédéral, de toute évidence, ne fonctionne pas. Donc, il n'y a pas de gains qui se font de ce point de vue-là. Moi, encore récemment, je ressortais la plateforme, un plan, un projet nationaliste, c'est comme ça que ça s'appelle, de la CAQ qui a été publié il y a quelques années, où on multiplie les demandes qu'on va faire,
les ententes administratives, le rapatriement de compétences, notamment en matière de culture, par rapport au fédéral, ce qu'on demande, mais dans les faits, il n'y a absolument rien de ça qui s'est concrétisé. Alors que quand on est un vrai nationalisme et surtout un souverainiste, ben on sait où on s'en va, on sait c'est quoi l'objectif, puis on travaille en ce sens-là. Se présenter là, dans l'ouest de l'île de Montréal, dans un comté à majorité anglophone, ça serait peut-être pas judicieux pour votre nouveau chef, mais pensez-vous que s'il y a un comté qui se libère, un comté prenable, qu'il devrait se présenter lors d'une partielle, de ne pas attendre au prochain scrutin général pour tenter de faire son entrée à l'Assemblée nationale? Bien, je pense qu'il y a vraiment différentes visions là-dessus, mais moi, je comprends très bien celle de notre nouveau chef qui dit qu'il n'est pas pressé d'entrer à l'Assemblée nationale, qui fait toute confiance à l'équipe qui est en place. Je pense effectivement qu'on fait du bon travail à l'Assemblée nationale sur l'ensemble des enjeux qui sont là. Et lui se dit donc qu'il va être présent à la fois à Québec, mais aussi très présent sur le terrain. Donc, je pense que c'est un point de vue qui se défend de dire, bon, ben, écoutez, pour l'instant, moi, je ne suis pas à l'Assemblée nationale, je vais maximiser donc le travail terrain que je peux faire. Et on l'a vu, donc, plusieurs chefs ont eu cette optique-là. C'est le cas, encore une fois, pour Yves-François Blanchet, qui n'a pas, là, c'est pas dépêché à se faire élire avant l'élection générale. Donc, je pense que c'est un point de vue qui se défend et qui va comporter un nombre d'avantages pour notre nouveau chef. Ça se défend, mais tout dépend les comtés qui pourraient se libérer, si je comprends bien. Oui, bien écoutez, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Donc, nous, au Parti québécois, on est là pour rester. Donc, les députés, ça, ce n'est pas une option qui est envisagée là, de dire est-ce qu'il y a un député qui quitterait. De toute façon, les règles font en sorte maintenant qu'on ne peut pas quitter en cours de mandat sous peine de grosses pénalités. Là. Donc, il n'y a vraiment aucune volonté. Tout le monde veut rester. Tout le monde veut mener son mandat à terme. Donc, est-ce qu'il va y avoir d'autres députés de d'autres formations politiques qui vont quitter puis que la question va se poser? Bien, on se posera la question rendue là. Mais moi, franchement, je comprends très bien les motivations donc de notre nouveau chef, de M. Saint-Pierre Plamondon. Puis je pense que ça se défend très bien. C'est très logique, en fait, de dire qu'on a une équipe forte à l'Assemblée nationale, puis que lui, puisque à court terme, il n'y a pas de possibilité d'élection, il va vraiment se concentrer sur du travail terrain aussi. Et avec ce nouveau chef, là, se retrouver seul député péquiste dans la Naudière, ça devrait être la dernière fois que ça vous arrive, là. Oui, je suis très confiante. Je suis très confiante qu'on va vraiment élargir le lot d'élus du Parti québécois. Je dois vous dire que je sens un enthousiasme clair depuis l'élection de notre nouveau chef. Il y a beaucoup d'intérêt à le découvrir, beaucoup d'intérêt à se retourner vers le PQ. Il y a aussi, oui, le gouvernement demeure quand même avec un bon taux d'approbation, mais il y a quand même de plus en plus de questionnements, d'irritation, de mécontentement aussi par rapport au gouvernement de M. Legault. Donc, il y a beaucoup de gens qui avaient peut-être donné une chance à M. Legault, mais qui ont le goût de revenir aussi vers le Parti québécois. Évidemment, il faut continuer à travailler extrêmement fort. On est bien conscient qu'en temps de crise, les gens se retournent là plus facilement vers leur gouvernement, surtout le gouvernement du Québec, pour essayer que tout le monde rentre dans la même direction. Mais en même temps, je pense que les gens voient qu'on a quelque chose à proposer, voient qu'on est très sérieux, très rigoureux dans le travail qu'on fait à l'Assemblée nationale. On vient de faire une belle course à la chefferie aussi. On demande des comptes au gouvernement. On creuse pourquoi le gouvernement n'est pas plus transparent, par exemple, dans la gestion de cette pandémie-là, pourquoi il ne rend pas public les avis. Encore là, ce matin, on apprenait qu'il y a des avis de la santé publique qui n'ont pas été suivis dans le domaine de l'éducation. Nous, on veut comprendre là, qui mène. Donc, est-ce que la santé publique voit ses avis respectés comme n'arrête pas de le prétendre le premier ministre, ou si dans les faits, il y a beaucoup de décisions politiques, ce qu'on pressent souvent. Et donc, ce sont des questions très légitimes. Même chose pour les services
qu'on va améliorer pour nos jeunes dans les écoles dans une période aussi difficile. Même chose avec la demande d'enquête publique que l'on fait de manière répétée depuis plusieurs semaines sur ce qui s'est passé dans les CHSLD. Même chose sur le front de la langue, sur le front de la culture. On se bat avec toute notre énergie car c'est des causes dans lesquelles on croit profondément. Alors, franchement, je pense qu'il y a du très bon travail qui est abattu par notre équipe, puis je pense que les gens s'en rendent compte. Donc, oui, je suis très confiante pour la suite. Vous l'avez évoqué rapidement, vous êtes porte-parole en matière d'éducation. Vous réclamez du gouvernement qui rende public les avis de la santé publique, notamment concernant les mesures à prendre dans les écoles? Oui, complètement. Nous, on demande ça là, depuis des semaines, d'avoir toute la transparence et que le gouvernement rende public les avis reçus de la santé publique. Et je dois vous dire qu'on a été plutôt consternés d'apprendre la semaine dernière, à la fin de la semaine, qu'il n'y avait pas, du moins c'est ce que nous dit le premier ministre, qu'il n'y a pas d'avis écrit, que tout ça se fait de manière essentiellement verbale. Donc, on ne trouve pas ça nécessairement rassurant quand on sait tous, quand on siège sur un conseil d'administration, même s'il est d'une organisation très petite, il y a toujours une trace qui doit être laissée avec des procès-verbaux. Donc, on est en proie à se poser beaucoup de questions par rapport à cette affirmation-là du premier ministre. Et nous, on espère qu'on va pouvoir aller au fond des choses, comprendre vraiment ce qu'il y en est, mais surtout faire toute la lumière sur ces avis-là, parce qu'on voit à quel point il y a des questions qui se posent. Je vous donne un exemple au-delà de ce qu'on vit là en éducation, où il semble que la santé publique avait recommandé de réduire la taille des groupes classes pour pouvoir permettre là, une plus grande distanciation notamment. On l'a vu aussi quand toute la directive sur les sports scolaires est arrivée le jour même de la rentrée. Le ministre Roberge a annoncé ça et 24 heures plus tard, le premier ministre changeait de cap en disant que là, ça serait plus un mois, on se donnerait juste 2 semaines pour évaluer comment ça va. Et alors qu'on nous disait que c'était un avis de la santé publique, de toute évidence, c'était beaucoup plus une orientation politique. D'ailleurs, le numéro 2 de la santé publique avait dit à l'époque dans une entrevue que c'était pas un enjeu de santé publique, mais plus d'organisation scolaire. Donc, tout ça laisse un goût un peu, des fois, d'improvisation, des fois de donner, de faire jouer un rôle beaucoup plus large à la santé publique qui a oui, le dos large, mais il ne faudrait pas exagérer. Donc, c'est un peu ça. Pour nous, c'est très important d'avoir toute l'information, toute la transparence. Est-ce que vous allez demander à votre nouveau chef de conserver les mêmes responsabilités au sein du cabinet Fantôme? Oui, moi, je suis très heureuse dans les responsabilités qui sont les miennes en ce moment, là. Donc, notamment en éducation, en famille, soins de fin de vie, justice. C'est des dossiers que j'aime beaucoup, mais on n'est pas rentré là, à date là, dans tout le détail là, des prochaines responsabilités. C'est toujours la prérogative du nouveau chef de décider là, de quel rôle peuvent être joués par chacun. Mais moi, oui, je suis très heureuse. Si j'ai des nouvelles responsabilités, je vais être heureuse aussi parce que c'est toujours bien de relever des nouveaux défis, mais j'aime beaucoup approfondir et je sens là, que j'ai encore beaucoup de travail à faire dans mes dossiers. D'autres choses que vous voulez ajouter en terminant? Non, c'est parfait. Donc, j'invite simplement les gens à prêter attention là, à la voix du nouveau chef du Parti québécois, puis je pense qu'ils vont être agréablement surpris de ce qu'ils vont découvrir. Bon, ben, merci.